Aujourd'hui, la plupart des dentifrices contiennent du fluor pour renforcer l'émail de vos dents. Mais Vademecum Fluor et Plante va plus loin, car vos gencives aussi sont menacées. C'est pourquoi Vademecum Fluor et Plante, qui contient du fluor actif, contient en plus un mélange spécial de plantes médicinales aux vertus bienfaisantes, mélisse, sauge, camomille. Alors n'oubliez pas vos gencives. Utilisez Vademecum Fluor et Plante, le dentifrice à action complète, dents, gencives. Énergie présente Dépêche Mode 101, l'album de leur fabuleuse tournée mondiale. Dépêche Mode 101, leur plus grand succès, enregistré en public. Dépêche Mode 101, un double album exceptionnel. De Yoplait, j'adore ça. Ma silhouette aussi. Yoplait, une fleur, la vie. Bon, on est prêt. Yes, maintenant. Emma Campbell, numéro 15. Non, non. Coucou. Non, je ne peux pas. On recommence. Mélangerie et Cacherel. J'ai oublié nouveau. C'est pas grave, ça. Les grands raids, c'est Nissan. Roquefort Société, la vie ne se vit pas à moitié. Pour être bien, pour être au mieux, pour aller plus loin, nous te guiderons jusqu'à la perfection, pour qu'à chaque instant, ce soit toi le gagnant. Gillette. Système Gillette Contour Plus et sa plaquette Lubra Strip, la perfection au masculin. La perfection au masculin. La garantie 3 ans, 100 000 km, c'est Nissan. C'est combien? 165 francs, prix maximum. Ou bien 159 francs. Demandez tout. Ou encore 189. Moi, c'est 375 francs. Quel beau soulier. Eh bien, mademoiselle, maintenant que vous avez si gentiment répondu à ma première question, est-ce que vous auriez l'heure, s'il vous plaît? Dans Téléfoot, les premières images du championnat. Les joueurs, les entraîneurs, le foot étranger, la technique, la tactique et la saga du foot en images. Téléfoot, le plus complet des magazines de foot, avec la participation de Catavana. Catavana, l'ouragan de l'outillage. Catavana, plus de 350 outils sur catalogue. Toute l'actualité foot dans Téléfoot sur la Une.
Jean-Claude Narcy, dans un instant, vous présentera le dernier journal. Et puis, à minuit 50, une drôle d'histoire sur la une. Un maître chanteur qui donne la mesure, un assassin qui doit changer de ton et une pièce diabolique qui se referme sur le coupable. Un crime chasse l'autre, une terrible drôle d'histoire. 1h moins 10, le rendez-vous. Pour l'instant, donc, Jean-Claude Narcy qui fait le point sur l'actualité. À tout à l'heure. Les nations Madame, monsieur, bonjour. L'événement politique hier soir, c'était sur la une. La prestation de Michel Rocard dans Questions à domicile. Répondant aux questions, justement, d'Anne Sinclair et Jean-Marie Colombani, le Premier ministre a évoqué la situation au Liban. Mercredi, devant les députés, il avait désigné du doigt, et pour la première fois l'agresseur, la Syrie. Hier soir, il a enfoncé le clou, mais en précisant que nommer l'agresseur n'était pas une déclaration de guerre. Le monde entier sait aujourd'hui qu'aucune guerre nulle part ne résout rien. J'ai lu dans notre presse, j'ai entendu, radio, télévision, beaucoup de commentaires où je n'attendais que la phrase de conclusion, qui aurait dû être: dans ces conditions, il faut faire la guerre à la Syrie. Mais personne n'a osé. Et puis, vous avez eu des tirades de bellâtres, de vindicatifs, de haineux, qui parlaient comme si on pouvait. Alors, je veux le dire clairement. De faire la guerre à la Syrie, il n'a jamais été. Il ne sera en aucun cas question. D'abord parce que la guerre ne résout rien, et ensuite tout simplement parce que ce serait le pire des moyens d'aggraver les divisions internes au Liban. C'est clair, la guerre est exclue. Gérard Carrérou, le Premier ministre, est bien entendu exprimé sur l'ensemble des problèmes politiques, et de l'avis des observateurs, on a eu affaire à un Premier ministre bien dans sa peau. Oui, en effet, presque un an après son arrivée à Matignon, Michel Rocard semble avoir trouvé son style et ses marques. Le style, c'est le socialisme de l'efficacité. Un Premier ministre qui respecte scrupuleusement la primauté du chef de l'État, qui évite les effets d'annonce, mais qui s'accroche avec ténacité à quelques objectifs. Il exècre tout ce qui est colérique, doctrinaire ou bavard. Il préfère la discrétion de l'efficacité. On ne mêle pas, dit-il, le travail et le spectacle. Alors, appliqué au dossier, cette approche Rocard se traduit ainsi. Pour l'économie d'abord, elle va mieux, mais elle reste convalescente. La grande priorité reste la lutte contre le chômage, ce qui implique que la croissance ne soit pas toute redistribuée en pouvoir d'achat. Pour M. Rocard, ce serait une lâcheté à l'égard des chômeurs. La rigueur reste donc à l'ordre du jour, même si elle est quelque peu tempérée. Le déficit budgétaire sera réduit, il n'y aura pas d'augmentation des charges fiscales l'an prochain. Pour la Corse, Michel Rocard se plaint de ne pas avoir trouvé d'interlocuteur qui veuille véritablement conclure. Il aime bien les Corses, mais il leur dit tout clairement qu'il y a des décisions financières que l'État ne prendra pas. L'argent de l'État sera redistribué autrement, et il se félicite que la reprise du travail ait commencé. Il n'a donc rien cédé aux grévistes corses. Pour le Liban, il est exclu de faire la guerre à la Syrie. L'objectif est de faire taire les canons, mais même si pour cela il est parfois utile de ne pas nommer les tireurs. C'est une façon de dire que si Paris ne se fait pas d'illusions sur la Syrie, on cherche à faire naître une pression diplomatique internationale plutôt qu'à faire des déclarations tonitruantes. Sur ce point, Michel Rocard s'est quelque peu accroché avec son contradicteur, Michel Noir, le rénovateur. Michel Rocard se prononce pour une Europe avec des règles du jeu différentes de la jungle de Madame Thatcher, et il s'attend pour cela à quelques difficultés dans les prochains mois avec nos partenaires. Enfin, s'il lui fallait démontrer que son parler vrai reste entier, il nous a dit tout crûment que si le professeur Schwarzenberg est bon pour faire un député européen sur la liste de Laurent Fabius, eh bien il n'est pas bon pour faire un ministre. Sur ce point, M. Rocard a déjà donné, l'intéressé a dû apprécier. Merci Gérard.
Alors toujours au chapitre du Liban et de son côté, François Mitterrand, au cours de la conférence de presse marquant la fin du sommet franco-allemand, a écarté l'idée d'une expédition militaire française au Liban, mais a affirmé vouloir poursuivre avec résolution l'action humanitaire de la France. Il faut que les nations civilisées, celles qui s'intéressent au sort des individus et des peuples, celles qui n'entendent pas résoudre leurs difficultés par la violence. Il faut que ces pays prennent conscience de la situation dramatique du Liban, qui a le droit reconnu à sa souveraineté, à son unité, à son intégrité. Et il faut reconnaître que ce sont des efforts énormes qu'il faut accomplir pour que cette prise de conscience s'opère. Sans doute en raison d'intérêts multiples, entremêlés, et qui font choisir à beaucoup de pays la voie du silence ou de l'abstention. On détourne le regard, on ne veut pas savoir ce qui se passe. Ce n'est pas le cas de la France. Pour sa part, François Léotard, à son retour de Beyrouth, a souhaité que la France et les autres pays occidentaux adoptent des sanctions économiques contre la Syrie. Et puis on apprend ce soir que la Ligue arabe a proposé le 26 avril à Tunis un plan pour obtenir un cessez-le-feu au Liban et une réconciliation nationale. C'est ce qu'a indiqué à New York hier l'ambassadeur de l'organisation arabe, M. Clovis Maksoud. Pendant ce temps, sur le terrain, à Beyrouth, le général chrétien Michel Aoun condamne le silence des Américains et les obus continuent à faire des victimes. En Chine, les manifestations estudiantines se succèdent. Maurice Olivari, notre envoyé spécial, a suivi la dernière. Ce sont déjà les étudiants qui, il y a 2 ans, par leurs revendications parfois violentes, avaient coûté sa place à Hu Yaobang, l'homme qui symbolisait alors les perspectives d'ouverture. Juste au retour des choses, depuis samedi, c'est sa mort que ces mêmes étudiants utilisent pour essayer de relancer l'agitation. Car depuis 2 ans, les organisations étudiantes ont toutes été démantelées. Il n'existe plus aucune coordination entre les diverses universités et les rassemblements sont strictement interdits. D'où l'idée d'utiliser ce deuil national en commençant par des veillées funèbres tout à fait légitimes, puis en douceur de passer à la contestation et à la révolte. C'est depuis samedi ce qui est en train de se passer. Seulement voilà, Pékin n'est pas Moscou. Si les soviétiques ont placé la réforme sous le signe de la démocratie et des droits de l'homme, les dirigeants chinois restent intraitables sur ce chapitre. Priorité à l'économie, les libertés restent un luxe que la Chine ne peut pas encore s'offrir. Quoi qu'il en soit, les manifestations, vous venez de le voir, s'amplifient à Pékin en faveur de la libéralisation du régime. Est-ce simplement un feu de paille, un mouvement de mauvaise humeur, ou cela répond-il à un malaise plus profond? L'analyse d'une sinologue avertie, Madame Bastide Bruguière. Il existe dans différents secteurs de la société chinoise toutes sortes de mécontentements. Et celui qui s'exprime, semble-t-il, à Pékin actuellement, est essentiellement celui des intellectuels, des étudiants, des professeurs des universités, et aussi de toute une catégorie de cadres de l'administration qui ne profitent pas de la réforme économique, et ils expriment par ces manifestations de loyalisme à l'égard de Hu Yaobang toute leur rancœur contre des réformes qui ne leur profitent pas ou des réformes qui ne vont pas assez loin dans la direction qu'ils souhaiteraient. Les autres nouvelles du monde, en bref et en images, avec Axel Girard. Lech Walesa reçu cet après-midi au Vatican par le pape Jean-Paul II dans sa bibliothèque privée. Au cours d'un entretien de 45 minutes, les 2 hommes ont évoqué le processus de relégalisation de Solidarité. C'est la 2e fois en 8 ans que le prix Nobel de la paix se rend au Vatican. Accompagné de son épouse et de plusieurs responsables de Solidarité, Lech Walesa s'est également entretenu avec les patrons des 3 principaux syndicats italiens. La conférence internationale sur le Moyen-Orient devrait avoir lieu cette année, a déclaré Yasser Arafat à l'issue de son entretien à Genève avec le secrétaire général de l'ONU, Pérez de Cuellar. Un entretien au cours duquel le chef de l'OLP a plaidé pour une intervention du Conseil de sécurité pour, je cite, mettre un terme aux crimes israéliens dans les territoires occupés.
47 marins américains manquaient à l'appel ce matin à l'entrée du cuirassé Iowa dans le port de Porto Rico. Le bâtiment qui participait à des manœuvres dans l'Atlantique avait été sérieusement endommagé la veille par une explosion suivie d'un incendie. Les victimes étaient toutes affectées à la tourelle numéro 2, celle-là même où s'est produit l'explosion. C'est à un blindage de 35 cm d'épaisseur que le reste de l'équipage doit son salut. Mis en service pendant la Deuxième Guerre mondiale, le bâtiment avait été entièrement révisé en 1983. De Moscou, on a appris hier soir qu'un glissement de terrain provoqué par des inondations, semble-t-il, a fait plusieurs dizaines de morts en Géorgie. Et pour en savoir plus, voici une correspondance d'Ulysse Gosset. C'est le dégel, la fonte des neiges et le mauvais temps qui sont à l'origine des glissements de terrain et des avalanches de boue en Géorgie. Alors que cette république du sud de l'URSS reste traumatisée par la tragédie de Tbilissi, la capitale de la République, où 20 manifestants au moins ont été tués au cours d'affrontements avec l'armée, plusieurs dizaines de personnes auraient péri ce jeudi dans la région d'Adjari, une zone montagneuse située près de la frontière turque. Selon l'agence officielle TASS, quelques 500 maisons, bâtiments officiels, hôpitaux et écoles ont été détruits par les torrents d'eau et de terre. Quelques 3000 personnes ont dû être évacuées. La télévision soviétique a immédiatement fait état de cette catastrophe lors de son dernier journal télévisé en début de soirée à Moscou. Retour à la politique française, on connaît à présent la composition de la liste socialiste conduite par Laurent Fabius pour les prochaines élections européennes. Deux personnalités remarquées sur cette liste, le professeur Schwarzenberg en 5e position et le syndicaliste André Saint-Jean. En Corse, où les enseignants ont repris le travail, hier matin, à l'appel de la FEN, on attend l'arrivée de Michel Prada, le haut fonctionnaire chargé par Matignon de présider à la concertation avec les syndicats. Des syndicats, vous le savez, qui refusent de le rencontrer, M. Prada. Alors Michel Prada doit donc s'attendre à un accueil plutôt frais. Jack Lang vient de confier une mission de réflexion sur le sida et ses conséquences sur la société à la gynécologue Joëlle Kaufmann. Joëlle Kaufmann, vous savez, c'est l'épouse de Jean-Paul, notre confrère journaliste, ancien otage au Liban. Économie, la Bundesbank a déclenché un coup de tonnerre sur toutes les places financières en relevant d'un demi-point ses deux taux d'intérêt directeurs. Ainsi, à Wall Street, le Dow Jones clôture en repli, conséquence d'une forte baisse du dollar, face aux principales devises. Le billet vert perd 4 centimes par rapport au fixing d'hier. La bourse de Paris, elle, fait aussi grise mine et clôture en repli. Petite hausse du lingot et du Napoléon qui gagne 2 francs. Michel Rocard, toujours dans Question à domicile, a annoncé des réductions fiscales. Baisse de la taxation des produits de l'épargne, baisse de la TVA sur certains produits. Fin du suspense pour TF1, le CSA a rendu son verdict. 6 chaînes de télévision ont été autorisées à émettre sur le satellite franco-allemand. La plupart de ces chaînes, toutefois, sont cryptées, Denis Brunetti. Après une semaine d'audition en début de mois, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a annoncé aujourd'hui son choix pour les 5 canaux télé du satellite TDF1. C'est Canal+, la chaîne d'André Rousselet, associée au groupe allemand Bertelsmann, qui emporte la part du lion. Ils ont obtenu ce qu'ils demandaient, diffuser leur programme actuel, un Canal+ Allemagne et Canal Enfant, dont ils sont partenaires. Canal Enfant, c'est l'association d'Antenne 2 de Canal+, et du groupe CEP. Ils fourniront des programmes jeunesse jusqu'à 21h30, laissant ensuite la place à Euromusique, des clips, des concerts et des variétés. Le service public est encore présent dans la chaîne sportive Sport 2-3, lancée par Antenne 2, FR3 et Jérôme Sédou. Enfin, la seule chaîne en clair sera la 7, un programme culturel, opéra, théâtre, œuvre. Les téléspectateurs devront maintenant acheter antennes, décodeurs et abonnements pour les chaînes cryptées. C'est là qu'on mesurera l'attrait du bouquet de programmes et donc le succès du satellite. Encore une information au chapitre de l'audiovisuel. Jérôme Bellet, l'ancien directeur de l'information de Radio France, quitte la société en désaccord avec ses nouveaux patrons. Football, Michel Platini a communiqué la liste des 17 joueurs tricolores qui joueront contre la Yougoslavie le samedi 29 avril. Jean Tigana, vous le voyez, ne figure pas sur cette liste. En revanche, on enregistre une arrivée, celle de l'Auxerrois Christophe Coquard. Pour terminer, un événement attendu par le monde du nautisme, la 2e édition du Nautique de la Villette. Alors, fanat du scooter des mers, fondu du canoë-kayak et autres jet ski, le paradis pour vous, eh bien, c'est la Villette à partir de demain.
À voile ou à moteur, Pierre-Jean Grugeard et Éric Bourbotte vous donnent un avant-goût de vos prochaines vacances. La deuxième édition de ce salon sur l'eau au bassin de la Villette réunira plus d'100 d'exposants français. Il sera possible de tester le matériel et de découvrir des bateaux à l'essai. Démonstration de plusieurs formules, ces engins de course capables d'approcher les 200 km/h et même de les dépasser grâce au talent de pilotes chevronnés. Les aquajets, qui regroupent les marine jets, le wetbike et le jet ski, les nouveaux venus à la Fédération française de motonautisme, feront une évolution de freestyle alliant le savoir-faire du pilote à la maniabilité de l'engin, ainsi que l'aéroglisseur évoluant aussi facilement sur eau que sur terre. D'autres démonstrations attendues comme le repêchage d'une voiture par la brigade fluviale de la préfecture de police, un sauvetage par hélicoptère, une course d'aviron, de ski nautique, bref, un programme complet sur le nautisme. Les visiteurs professionnels, plaisanciers et grand public trouveront de l'information mais pourront aussi découvrir les nombreuses facettes offertes par la navigation fluviale. Avant de nous quitter, laissez-moi vous recommander, une fois n'est pas coutume, la lecture de la revue des armées, Armée d'aujourd'hui. C'est un numéro spécial sur le bicentenaire de la Révolution. C'est l'histoire de l'armée à travers les grands épisodes de la Révolution, justement. Alors vous pouvez trouver cette revue dans tous les kiosques. À noter sur votre agenda du vendredi 21 avril, les obsèques du roi des Tziganes à Saint-Denis, les premiers essais des 24 heures du Mans, le 25e MIP TV au Palais des Festivals de Cannes, et puis les grands rendez-vous avec l'actualité. À 6h30, Namias Buchy. À 7h30, Michel Cottard reçoit Nicolas Sarkozy. En fin de soirée, vous retrouverez Jean-Michel Lelio. Je vous donne rendez-vous lundi. Bonne nuit à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Un vendredi 21 avril, frais et humide dans votre ciel à partir de la mi-journée. Il faudra ajouter quelques petites pluies aux éclaircies de l'ouest, des éclaircies qui auront été présentes dès le matin, avec un petit vent soutenu mais modéré en Manche. Il faudra garder les éclaircies et les passages nuageux dans toutes les régions proches du golfe du Lion, à partir du Roussillon jusqu'au delta du Rhône et aux portes de Marseille et partout ailleurs. Eh bien, il faudra constater, parapluies en main, que les réserves d'eau du sol se reconstituent tranquillement. Merci pour l'agriculture, avec en prime de la neige dans les Vosges et dans les Alpes à partir de 1000 mètres d'altitude, dans le Massif central à partir de 700 mètres d'altitude et dans les Pyrénées à partir de 800 mètres d'altitude, avec encore en prime des ondées orageuses dans l'est de la France. Vous voyez à nos petits éclairs, y compris sans doute en Corse où l'éclair manque, mais sera présent dans le ciel. Les températures, à partir de la mi-journée, resteront fraîches, elles aussi, de 8 degrés à Lille jusqu'à 12 degrés à Biarritz, à Bordeaux, 10 degrés à Brest, 10 degrés aussi dans l'Est, à Nancy et à Strasbourg. Et il faudra aller à Nice, à Ajaccio et à Bastia pour goûter les saveurs douces d'un petit 17 degrés. Madame, monsieur, passez donc une excellente nuit, les pieds au chaud. Au pays de Conforama, il fait bon être dans ses meubles. Contient du paradis. Pour le meilleur et pour longtemps.
en était la micro-informatique quand Toshiba introduisit sur le marché son premier micro-ordinateur portable. Aujourd'hui, le portable est en pleine ascension et Toshiba est numéro 1 du secteur avec dans sa gamme de petits micros aussi puissants que de bien plus gros. Messieurs, voici nos résultats de l'année. Quant à la concurrence, eh bien, elle avance aussi. Si. Toshiba, l'empreinte de demain. J'aime la vie. L'ARC, c'est 3 millions de familles qui veulent en finir avec les cancers. Regardez. Objectif 2000, c'est le dépistage précoce des cancers. Nous pouvons déjà déceler des tumeurs de quelques millimètres, ce qui permet de les traiter à temps. Il faut continuer pour en finir avec les cancers d'ici l'an 2000. Rejoignez-nous. C'est un message de Jacques Rosemary, président de l'ARC. Les pieds sur les tréteaux, l'humour à fleur de peau, Francis Perrin entre en scène chez Sabatier. Côté clin d'œil, Philippe Laville, il chante sous les bambous. Niagara, le rock tout en cuir. Ray Charles, du jazz plein la voix. Et la troupe de Starmania, l'an 2000 en musique. Tout sourire, tout souvenir, avis de recherche sur la Une.